À un moment donné, je me suis dit qu'en étant le dernier donc à présenter, qu'il n'y aurait pas assez de monde, et donc je serais, non. Et donc je serais donc mécontent de travailler pour. Donc je vous remercie tous d'être présents et aussi patients jusqu'à cette heure tardive. Je remercie par la même occasion mes amis du bureau, et notamment le président, qui avait fait l'honneur de parler de cette pathologie qui est fréquente, en dehors de quelques cas qui sont assez rares. Mais je voudrais surtout insister sur des détails qui sont plus théoriques, qui sont beaucoup plus pour vous, pédiatres, au cabinet, quand vous recevez un enfant nouveau-né ou quand vous le voyez en salle d'accouchement. Vous avez donc les parents devant vous, un certain nombre de questions à la suite de votre examen vont vous être formulées et vous devez quand même avoir certains réflexes ou certaines réponses pour essayer d'apaiser ces parents pour ces anomalies-là, en attendant qu'ils voient le spécialiste. Donc les anomalies de pénis, ce sont plusieurs anomalies, et donc par conséquent, mon plan de travail va essayer de vous donner un petit aperçu sur ces anomalies que nous rencontrons assez souvent, nous et vous, dans votre cabinet ou votre pratique, avec le chef de file qui est l'hypospadias très fréquent. Le reste, bien entendu, l'épispadias, la torsion et les phimosis également fréquents, les verges en fuite, les mixions sous-prépuciales, les anomalies telles que la transposition pénoscrotale, les courbures de la verge, les verges palmées et le micropénis, le fameux micropénis qui revient assez souvent dans les consultations. Il est évident que l'hypospadias, qui représente le plus fréquent de ces anomalies-là, est parfois associé à quelques anomalies que vous voyez ici, telles que la transposition, les courbures ou les palmures, etc. Donc voici, comme introduction, ces anomalies-là sont essentiellement des malformations congénitales, généralement diagnostiquées à la naissance, et leur traitement est exclusivement chirurgical. Donc, à votre niveau, c'est beaucoup plus donc, des renseignements sur cette pathologie, et par conséquent, la chirurgie, en dehors de quelques rares cas particuliers où la chirurgie également est levée. Et il faut dire également, pour toutes ces anomalies-là, il y a des conséquences dont on tient compte, conséquences à la fois esthétiques, à la fois fonctionnelles et sexuelles. Nous allons détailler ces anomalies essentiellement les plus fréquentes et de traitement difficile, et nous allons exclure également les anomalies médicales, traumatiques, infectieuses, tumorales, les agénésies de verge, les dysphalia, les duplications de la verge, les sténoses humérales, bref, c'est essentiellement les malformations qui se présentent le plus souvent à la consultation. Voici quelques cas que vous rencontrez assez souvent dans vos cabinets. Et quand vous avez ces malades-là, il ne faut pas conclure très vite un aspect de phimosis et d'envoyer ou d'expliquer aux parents qu'il s'agit finalement d'un cas simple, qu'il faut faire la circoncision et tout simplement. Quand vous examinez ces enfants et essayez de décaloter parfois, vous allez rencontrer ceci. Donc c'est un prépuce qui cache quand même quelque chose derrière, qui est un epispadias congénital. Voici un autre cas également qui montre qu'il y a donc une anomalie de la verge avec une anomalie également des enveloppes, c'est-à-dire du scrotum, et la projection de la verge qui est en dessous avec une transposition, c'est la transposition scrotale avec donc des bourrelets scrotaux qui sont sur la face dorsale. Voici également quelques anomalies que vous risquez de voir avec un petit qui a un petit bourgeon génital, mais avec aussi une, comme vous voyez là, une petite, pardon, comme vous voyez là, il y a donc une petite voussure à ce niveau-là dans la fosse iliaque, dans la région inguinale droite, et donc c'est un testicule ectopique. Et quand vous examinez, vous trouvez un petit bourgeon avec un orifice qui est antérieur. Ceci, c'est à prendre en considération car il ne s'agit pas d'une simple anomalie de la verge, notamment en hypospadias antérieure, mais il s'agit bien d'un trouble de différenciation sexuelle qu'il faut donc confier
aux spécialistes. Voici un autre cas. Je vais peut-être avec la souris, ça va être mieux peut-être. Voici un autre cas également de certains malades que vous voyez avec cet aspect-là. Alors, ce n'est pas un micropénis. Ce n'est pas un micropénis, c'est tout simplement une verge enfouie. C'est une verge enfouie. Généralement, il accompagne un phimosis à l'intérieur. Bien, là, vous avez deux cas. Et ce qui est très important, c'est de dégager pour vous, de savoir, chez des hypospadias, quelles sont les formes qui sont de bon pronostic et de traitement facile que les autres. Alors ici, vous avez un hypospadias antérieur avec une verge droite, et là, vous avez quand même un aspect d'un hypospadias de situation périnéale et avec une coudure de la verge. Donc deux situations différentes qui fait que ces formes, qu'on appelle les formes distales, parce que l'orifice est donc distal, sont très peu sévères, leur pronostic est meilleur, par opposition à ces formes-là qui sont proximales et qui sont de traitements difficiles, nécessitant parfois plusieurs traitements. Donc il faut savoir distinguer ces éléments-là qui sont importants, aussi bien sur le plan de généralité. Alors, qu'est-ce que c'est que donc l'hypospadias? L'hypospadias étant hypo veut dire en dessous, spas ça veut dire une fente ou une ouverture vers le bas. C'est une anomalie de position du méa qui est située sur l'urètre. Il peut être antérieur, moyen, postérieur, etc., suivant le niveau d'abouchement. Et il s'agit là d'un hypospadias accompagné d'un défaut de développement de tissus qui sont à la face ventrale. Ici, on voit bien à ce niveau-là les bourrelets, l'arrêt de maturation du corps spongieux qui fait partie donc de la constitution de la verge, comme un V, avec des bourrelets qui s'allongent jusqu'au niveau de la base de la verge ici, et avec une hypoplasie également à ce niveau-là, au niveau de la face ventrale, qui parfois donne une coudure de cette verge, de ce gland sur la verge. Alors, trois anomalies sont importantes à retrouver. Ce sont donc, chez un enfant porteur d'un hypospadias, le méa ectopique, donc, qui n'est pas à son abouchement normal, hypoplasie des corps spongieux et du prépuce. Et vous voyez, c'est un prépuce qui est dorsal et non pas un prépuce complet, bien qu'il existe des hypospadias à prépuce complet. Et également une coudure et le tablier prépucial qui est droite. Alors voici, suivant le niveau d'abouchement de ce méa, vous pouvez avoir un méa antérieur ou bien un méa moyen, cette situation-là, ou un méa postérieur qui soit donc soit périnéal, scrotal ou périnéoscrotal, etc. Ou bien, comme ceci, vous avez un méa ici, limite entre l'antérieur et le moyen. Vous voyez la coudure de la verge ici. Ici, vous avez une gouttière beaucoup plus profonde. Donc, ce sont des anomalies associées à l'hypospadias que vous avez. Là, vous avez un orifice qui est pratiquement scrotal, périnéal à la limite. Et là, vous avez également les autres anomalies, la transposition, la coudure de la verge, etc. Alors, quelles sont les étiologies? Trois étiologies le plus souvent sont trois étiologies. Nous avons une insuffisance endocrinienne de sécrétion d'androgènes, ou bien des facteurs génétiques. Il y a des cas familiaux de 5 à 10%. Il y a des nouveau-nés, généralement on a retrouvé les hypospadias chez des nouveau-nés hypotrophes, de faible poids, dans les grossesses gémellaires, et c'est toujours le second jumeau qui a le poids le plus simple, qui a donc l'hypospadias, et des facteurs environnementaux, notamment la prise de ces produits pendant la grossesse. Alors, chose très importante à en parler dans les hypospadias, puisque c'est le cas, et cette plaque, vous devez quand même la garder dans l'esprit ou la prendre, c'est pratiquement quand on a un hypospadias associé à une ectopie, comme le cas de tout à l'heure que je vous ai montré. Le problème de DSD doit être soulevé, c'est-à-dire le problème d'un désordre de différenciation sexuelle ou de trouble de différenciation sexuelle qui est soulevé à la naissance dans ces trois cas précis. Lorsque vous pouvez évoquer un DSD à la fois, quand vous avez un hypospadias périnéal, vulviforme, même si les gonades sont palpables dans les bourses. Et parfois même, devant un hypospadias périnéal vulviforme isolé, même sans ectopie. Le deuxième cas précis, évoquez donc un DSD devant le cas d'ectopie bilatérale et même devant une ectopie unilatérale, un hypospadias qui est postérieur comme ici, avec une ectopie unilatérale. Il faut donc essayer d'évoquer le DST et à ce moment-là, même s'il s'agit d'un hypospadias antérieur, comme le cas de tout à l'heure, nous avons un hypospadias antérieur avec une ectopie à droite.
Et puis, en cas de micropénis, bien sûr, ou en cas d'une anomalie scrotale comme la bifidité ou la transposition. Quand vous avez ça, et que vous avez les parents devant vous, à ce moment-là, il faut que vous avez l'idée qu'il s'agit là d'un trouble de différenciation sexuelle sous-jacent. À ce moment-là, il faut pas, il faut donc la première des choses à montrer aux parents, c'est qu'il s'agit de quelque chose d'assez complexe qu'il faut discuter en équipe multidisciplinaire et avant de déclarer le sexe. Parce que c'est très important, avant de déclarer le sexe à l'état civil, faire d'abord un certain nombre d'explorations, comme le cas par exemple ici, où vous avez une ectopie bilatérale avec un bourgeon génital, et il pourrait s'agir à ce moment-là d'une hyperplasie congénitale et surrénale. Alors, quand vous avez ceci, eh bien, les investigations à la fois morphologiques, comme l'écho-pelvienne, testiculaire, hormonales, comme le dosage de la testostérone, l'inhibine, LH, le 17-OH, progestérone également, le cariotype qu'il faut demander, et puis les examens morphologiques, notamment une échographie, génitographie, une IRM pelvienne, donc un certain nombre, un arsenal thérapeutique qu'il faut demander absolument avant, et puis bien entendu, confier le malade au spécialiste. Mais surtout, pas de déclaration du sexe civil avant d'élucider le problème de l'ambiguïté, ou autrement DSD, ou autrement appelé avant ambiguïté sexuelle, ou hermaphrodisme, ou intersexe, ou bref, toutes ces appellations sont maintenant appelées les troubles ou DSD, Disorder of Genital Sexual Development. Alors voici quelques cas d'un hypospadias avec ectopie. Quand vous avez un bourgeon ici bien formé, on a l'impression avec une ectopie bilatérale. Et là, on peut se dire qu'il s'agit bien d'un hypospadias tout court. Alors il s'est avéré avec les examens qui ont été faits qu'il s'agit bien d'une hyperplasie congénitale du surrénal et l'enfant donc a eu une génitoplastie féminisante. Voici l'autre cas avec un petit bourgeon et l'ectopie, un bourgeon que vous voyez, un hypospadias antérieur avec une coudure, et puis vous avez ici l'ectopie unilatérale. Quel âge intervenir? Eh bien, c'est généralement vers l'âge de 6 à 12 mois, en attendant les possibilités de croissance de la verge, et donc les progrès d'instrumentation d'anesthésie, avec les considérations qui peuvent en découler. L'âge, évidemment, c'est entre 6 à 12 mois qu'il faut donc opérer ces malades. Pour répondre, voici un cas, pour quitter un peu l'hypospadias, pour parler de ces anomalies-là. C'est l'hypospadias chez la fille. Ça existe, c'est assez rare. C'est une aplasie du septum entre l'urètre et le vagin. Généralement, il y a des troubles associés, je veux dire des anomalies associées, notamment rachiliennes. Et généralement, pour répondre à la dame de tout à l'heure, généralement ces filles urinent dans leur vagin. Et c'est donc l'examen également, comme vous avez parlé, que vous allez trouver souvent un orifice à l'intérieur. Et l'intervention ici est judicieuse parce qu'elle permet d'apicaliser le méa et donc de séparer le vagin de l'orifice urétral qui est apicalisé. Donc à connaître quand même, c'est assez rare, l'hypospadias de la fille. Voici donc, c'est pour ne pas essayer de vous embrouiller par les détails techniques, je vous montre juste un cas d'un hypospadias antérieur qui a eu une correction et puis le résultat. Alors, le traitement, bien sûr, c'est redresser la verge de la courbure parce qu'il faut les corriger. Il faut rapprocher ces corps spongieux qui sont là parce que la génésie se fait à ce niveau-là et au niveau de l'orifice, c'est là où s'arrête quand même, où la bifurcation se fait. La reconstruction du gland, comme vous voyez, le gland souvent en gouttière profonde et aplatie. Et ensuite, la couverture cutanée qu'il ne faut pas oublier pour avoir une verge d'aspect normal. Je passe maintenant à l'épispadias. L'épispadias, souvent associé à l'extrophie vésicale. Et souvent, il s'ouvre, cet épispadias, il peut s'ouvrir soit au niveau de la face dorsale, souvent au niveau du gland, soit à la partie moyenne du gland, soit un peu plus en arrière, près du col vésical, au niveau du sphincter. Ces cas-là sont assez complexes. 10% des épispadias sont isolés. Les autres sont plus souvent associés à une extrophie. Voici un cas où vous avez donc un épispadias qui arrive jusqu'au niveau de col. On appelle ça épispadias cervical parce qu'il est près du col vésical. Je vais revenir tout à l'heure. Voici un autre cas où l'épispadias est limité à la partie glandulaire et à la partie moyenne et avec la correction éventuelle. Alors, il faut différencier ces deux cas, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Les deux cas, c'est sur
le problème de l'incontinence. Ces épispadias qui sont cervicaux, dont l'orifice arrive jusqu'au niveau du col vésical, ce sont des enfants qui sont incontinents, et les autres, bien entendu, sont continents. Après la chirurgie, ils arrivent donc à retenir des urines. Et vous remarquez également une chose, dans l'épispadias, bien que l'orifice s'ouvre à la partie dorsale, le tablier prépucial est ventral, par opposition au lipospadias où le tablier est dorsal. Alors, il y a des formes glandulaires il faut juste décaloter, comme tout à l'heure, dans la première plaque que j'ai montrée. Et la chirurgie dans les formes continentes à 6 mois, dans les formes incontinentes, c'est vers la période néonatale, avec la correction de l'extrophie. Le résultat, bien sûr, cosmétique est moyen et fonctionnel également. Je parlerai aussi de la torsion de la verge, qui existe parfois aussi dans l'épispadias. Souvent, il est à gauche et traduit souvent une anomalie de fixation d'un fascia ou parfois même une anomalie du corps caverneux lui-même, et c'est le corps caverneux aplasique ou asymétrique par rapport au corps caverneux droit, et donc ici c'est assez complexe, mais elle existe, la torsion, le plus souvent, on peut traiter quand elle n'est pas, elle peut régresser, quand elle n'est pas au niveau du corps caverneux. Le phimosis dont a parlé un ami, c'est Abdullah tout à l'heure, les adhérences banano-prépuciales qui favorisent donc ces hypospadias. Ici, vous avez le décalotage intensif par entraîner cet aspect d'édème, des poussées infectieuses avec des rétractions forcées des prépuces. Vous avez ici ces phimosis qui, le plus souvent non traités, va donner des balanopostites, comme ici, inflammation de tout le prépuce, du bout, et donc un inflammatoire aigu, ou bien parfois des infections urinaires avec des pyélonéphrites, traitements antibiotiques, anti-inflammatoires, les corticoïdes, la pommade EMLA, etc. Donc ceci est une parenthèse. La circoncision reste finalement le traitement de ces phimosis. Le paraphimosis, c'est aussi une autre entité à part. C'est le décalotage forcé à chaque fois intensif du prépuce amène à provoquer donc ces paraphimosis. Et vous avez un sillon ici en amont du prépuce, ce sillon qui étrangle la verge et peut entraîner à ce moment-là, à plus long terme, quand il est négligé, c'est une urgence chirurgicale, un risque de nécrose au niveau du prépuce. Et la circoncision doit se faire rapidement ou bien un peu différemment quand il n'y a pas de risque éventuel par les méthodes simples d'hygiène locale, suivies de la circoncision, bien sûr, par la suite. Les verges enfuies, aussi, vous allez voir ça assez souvent, comme dans le cas ici. Ce sont des enfants qui sont obèses. Vous avez souvent à la consultation des enfants qui viennent assez obèses. Les parents vous demandent, il y a une petite verge à l'intérieur. Parfois même après chaque circoncision, la verge s'enfuit à l'intérieur. Et donc, ce n'est pas un micropénis parce qu'il a tous les constituants normaux de développement de la verge, mais c'est une verge qui, par rétraction d'un fascia à l'intérieur, près du pubis, et donc il faut aller l'opérer par libération et fixer un petit peu la peau et l'albuginée des corps caverneux au niveau de la face profonde de la peau. Bon, c'est une angoisse, comme je disais, des parents. La circoncision simple, ici, il faut l'éviter. Il faut déshabiller tout le gland jusqu'à la base et il faut fixer les fascias au plan profond. Bien sûr, ces verges enfouies s'accompagnent souvent d'un déficit de peau. Il faut savoir, avec les plasties courantes, pouvoir reconstituer. Les mesures hygiéno-diététiques pour les obèses et pas de conscience sur l'âge. Ceci est intéressant également, vous risquez de quand même le voir, ce sont les mictions sous-prépuciales. Ce sont des rétentions urinaires sous le prépuce, chez un enfant qui est non circoncis. Les verges qui sont enfouies à l'intérieur et l'enfant pisse ou urine dans le prépuce. Et vous avez, à ce moment-là, un aspect d'une boule sous-prépuciale. Ce n'est pas quelque chose d'urétral, mais quand on voit ces schémas, c'est exactement ça. Vous voyez un enfant ici, quand on le décalote, on voit ici la boule qui sort sous-prépuciale, c'est donc les urines à ce niveau-là. Et quand on décalote, bien entendu, à ce moment-là, on fait découvrir la verge. Il faut quand même faire la circoncision et fixer le fascia. Transposition scrotale, on a dit c'est une position caudale par rapport aux bourses, un contexte qui est syndromique, souvent associé à un hypospadias ou à une courbure de la verge. Il faut en tenir compte dans le traitement de l'hypospadias avec les plasties qui rendent finalement les scrotums à l'état normal vers le bas. Les courbures également. Les courbures peuvent exister soit seules, soit associées à l'hypospadias le plus souvent. Courbures, parfois, elles peuvent être ventrales, elles peuvent être latérales, et plus souvent à gauche,
ou ils peuvent être parfois dorsales. Et à ce moment-là, souvent, s'accompagne d'une brièveté de la peau à la face inférieure ici. Et c'est à l'épreuve d'érection, parfois, au cours des hypospadias, qu'on essaie de voir la gravité de ces courbures pour les corriger, et non pas corriger uniquement, de faire les rétroplasties seules. La courbure ventrale, c'est une libération ventrale. Bon, ça c'est un peu technique, Nesbitt et cavernoplastie d'agrandissement pour les courbures latérales et dorsales. Et puis, les courbures, dans les courbures latérales, c'est très important. Quand on fait des plicatures des corps caverneux, il faut quand même avoir l'idée. Finalement, le chirurgien qui dit souvent, il y a très souvent un raccourcissement de la verge, mais il faut que les parents soient au courant avec la plastie. Les verges palmées, c'est la verge avec les bourses qui communiquent par une palmure, c'est une palmure simple, pénoscrotale, et qui est facile à traiter par des plasties en Z. Le micropénis. Alors, le micropénis, pour en finir, c'est une petite verge. C'est une petite verge. Les endocrinologues voient ça plus souvent. Et c'est une petite verge qui est normalement formée. Elle n'a pas d'hypospadias, elle n'a pas de sinusure génitale, il n'y a pas de SD, le plus souvent associé à une diminution du volume testicule. L'épididyme et les déférents sont normaux et souvent dû à une insuffisance sécrétion de testostérone. Vous savez que la verge chez le nouveau-né, elle est à peu près 4 mm à la naissance. 4 mm, c'est ça, 4 mm, 4 cm, je veux dire, 4 cm à la naissance. Et puis, quand la verge diminue, parce qu'il faut savoir quelle est la taille du pénis et quelle est finalement, comment peut-on appeler un micropénis, c'est à partir du moment, selon les études, une étude britannique même qui a parlé sur 16 000 hommes, que la taille du pénis chez l'enfant, à l'état normal au repos, elle est de 5 à 6 cm. Et à l'état d'érection, elle peut atteindre jusqu'à 12 cm. Donc, ça reste quand même des études qui ont montré ça. Mais chez le nouveau-né, dans le micropénis, généralement, c'est en dessous de 3,5 mm, on peut parler quand même de micropénis. 3,5 cm qu'on doit parler donc de micropénis chez le petit. Et est-ce que ce pénis ces enfants-là auront des relations sexuelles? Ça dépend de leur évolution. Il faut dire que ce n'est pas pour autant que ces verges sont petites qu'il n'y aura pas, mais ce sont des enfants qu'il faut traiter soit par voie générale ou soit par voie locale à l'aide d'une pommade qu'on appelle l'Andractine. Alors, en conclusion, je dis que l'évolution, finalement, c'est un panorama de ces malformations et que vous voyez que toutes ces malformations sont parfois intriquées, traitement chirurgical, que l'évolution de ces techniques et d'anesthésie ont permis une approche spécialisée, qu'il y a aussi une prise en charge dont je n'ai pas parlé, c'est la prise en charge adulte, parce que ces enfants sont revus par les urologues adultes pour des problèmes à la fois urologiques, de mictionnels, etc., parfois cosmétiques. Mais il faudrait que l'adulte connaisse les techniques de chirurgie pédiatrique et il faut avoir aussi l'expérience des pénis de l'adulte. La circoncision rituelle, pour finir, est formellement contre-indiquée jusqu'à reconstruction de l'urètre. Et en dernière conclusion, c'est qu'il n'y a pas ou il n'existe pas de petits hypospades que l'on peut confier à n'importe quel chirurgien et de grands hypospades que l'on confie aux spécialistes, mais c'est un spectre d'anomalies du bourgeon dont les causes sont multifactorielles et qu'il faut prendre en charge. Je vous remercie. Merci, cher ami. C'est vraiment toujours un plaisir de t'écouter présenter. Donc, je passe la parole à la salle. Oui, alors, moi, je voudrais, M. Bellamine, poser juste une question sur le devenir sexuel des hypospadias qui ont subi des manipulations chirurgicales. C'est essentiellement les formes proximales. Les formes proximales ou bien les formes qui sont avec des courbures ou qui nécessitent plusieurs interventions à la fois au niveau de l'érythroplastie, de la correction des courbures, etc. Nous ne les voyons pas, ces malades-là. Ce sont les urologues adultes qui les voient et qui les suivent. Il y a bien sûr des études qui ont montré
Ce sont des enfants qui peuvent avoir des érections. Il n'y a pas d'atteinte de l'érection. Ce sont des enfants qui ont donc des érections, mais reste donc à élucider la taille de la verge qui est résiduelle, éventuellement l'aspect cosmétique, l'aspect psychosocial. Vous savez que même l'aspect psychosocial peut retentir sur l'avenir sexuel ou sur la fonction sexuelle de ces enfants-là. Donc beaucoup plus les urologues adultes qui suivent ceci. Oui, merci beaucoup, professeur Belhamine. Je vous remercie d'avoir montré les ambiguïtés sexuelles et je voudrais juste insister auprès de mes collègues, juste transmettre un petit peu ma petite expérience. Il est très important de vérifier la présence ou l'absence de testicules. J'ai reçu à 1 mois et demi un enfant qui venait, la mère venait parce qu'il pleurait, parce qu'il avait des gaz. Et elle venait pour demander des conseils. En fait, en l'examinant, elle me dit « Ah, on a de la chance ». En fait, il n'y avait pas de testicules. J'ai demandé un ionogramme sanguin. Il avait 101 de natrémie. Alors, je crois qu'il faut examiner, il faut rechercher les testicules. Ce n'est pas anodin. C'est très rare, mais ça existe quand même, les hyperplasies des surrénales. Il faut demander la 17-hydroxyprogestérone dès qu'on a un doute, en sachant que ça coûte 410 dirhams. Mais il faut savoir que la 17-hydroxyprogestérone, ça met beaucoup de temps à revenir. Ça met 15 jours à moins. Le cariotype, n'en parlant pas, ça met 3 mois. Donc il faut surveiller le ionogramme sanguin et ne pas arriver à 1 mois et demi à 101 de natrémie. Tout à fait. Merci pour la... Juste une précision. Si on a une ectopie testiculaire bilatérale à la naissance, probablement c'est une fille, demandez une écho pelvienne. S'il y a un utérus, c'est un sexe féminin jusqu'à preuve du contraire. Autrement, ça pourrait être un hermaphrodisme vrai. Donc, avant de faire les dosages hormonaux, est-ce que l'utérus est en place? Qu'en est-il des organes génitaux internes? Et ça, c'est très important en salle de naissance. Parce qu'on a eu un cas d'anomalie des organes génitaux externes et c'est une ambiguïté sexuelle. C'était un garçon, mais après, c'est une fille. On l'appelle maintenant DSD, hein. Mais je pense que le message est passé et c'est très important. Mais j'insiste beaucoup qu'il faut dire aux parents que la déclaration du sexe ne doit pas se faire qu'après avoir fait tous ces examens-là. Ouais. Ça, c'est important.